Je m'appelle Mamadou Boyan, je suis docteur en sciences politiques. Et je suis membre du Sahel Research Group, qui est une institution qui travaille sur les dynamiques politiques et socio-religieuses au Sahel. Et je suis aussi le coordinateur du programme transsahélien sur les élections, qui est un programme d'échange entre les États-Unis et 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. L'enjeu de l'élection présidentielle au Mali dépasse le simple acte pour les citoyens maliens d'aller voter pour renouveler leur confiance en un président sortant ou de choisir un nouveau candidat. Je crois que l'enjeu est d'abord sous-régional parce que ce qui a conduit le Sahel dans la situation actuelle est en partie lié à l'effondrement de l'État du Mali en 2012, consécutive à l'occupation du nord du pays par les djihadistes et les mouvements rebelles, mais surtout le coup d'État militaire à Bamako. Alors, même si par ailleurs en 2013 un nouveau président fut élu, les défis auxquels il devait s'attaquer n'ont pas été pris en charge fondamentalement, et je crois que le premier des défis auxquels Ibeka a fait face, notamment quand il est arrivé au pouvoir en 2013, était le défi sécuritaire. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que depuis son arrivée au pouvoir, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader. Le retrait de l'État au nord du Mali a créé une situation de dilemme sécuritaire qui a poussé les communautés à s'organiser pour prendre en charge leur propre sécurité. Donc nous voyons qu'aujourd'hui, cette partie du Mali est divisée entre plusieurs factions rivaux. D'une part, nous avons des factions, ou disons des milices pro-gouvernementaux qui combattent du côté avec l'État malien pour dérouter un certain nombre de groupes armés. Mais nous avons aussi des groupes qui sont contre Bamako, qui sont contre l'État du Mali, notamment la coordination des mouvements de l'Azawad qui regroupe plusieurs organisations. Mais nous avons aussi d'autres mouvements, les djihadistes, qui opèrent dans cette région. Et nous avons aussi remarqué qu'il y a une forte sécurisation de cette partie du Mali, avec la présence des forces militaires étrangères. Nous avons connu ici l'opération Serval et puis aujourd'hui G5 Sahel, le munissement et puis d'autres formes d'intervention de la communauté internationale pour aider ce pays à retrouver une situation de sécurité. Mais malgré tout, on a remarqué que depuis 2015, l'insécurité est en train de se déplacer donc vers le centre, où les tensions sont en train de prendre une dimension communautaire avec les affrontements entre les Peuls qui sont des pasteurs et aussi les Bambara qui sont des agriculteurs. Et nous avons aussi vu un certain nombre d'anicroches entre les Peuls et les Dogons. Et aujourd'hui, à l'issue de ces élections, on peut aller résolument vers une situation durable quant à la nécessité de prendre en charge les questions de sécurité. Alors je crois que Ibeka est aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de critiques, des critiques qui surfent un peu sur sa gouvernance. Et je crois que son bilan est plus ou moins mitigé. Sa gouvernance était chancelante, émaillée par des incidences de corruption, un scandale sur l'achat du matériel militaire et de l'avion présidentiel. Donc, et l'autre élément, c'est que la famille est devenue est au cœur de la gestion de Ibeka. Son fils, qui est parlementaire, mais aussi qui occupe la commission de la défense et de la sécurité de l'Assemblée nationale, est devenu un des conseillers du père, et puis le beau-frère, le beau-père de Karim, le fils du président, et aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Et je crois que les Maliens ont critiqué cette gestion patrimoniale de l'État, et du coup il y a eu des réactions à un certain moment sur la tentative d'Ibeka de verser dans le patrimonialisme et le népotisme. C'est vrai, maintenant, il y a un certain nombre de défis auxquels l'État s'est attaqué. Je crois qu'un des succès de Ibeka a été, surtout depuis les accords d'Alger de 2015, qui ont consacré en tout cas les négociations entre l'État du Mali et beaucoup de factions du Nord pour trouver une solution à la fois institutionnelle mais aussi économique à la question du Nord. Ces accords ont débouché sur un certain nombre de réformes, et je crois que parmi ces réformes, il y a eu l'instauration
d'autorités intérimaires parce que cette zone a été complètement désertée à un certain moment, l'État n'était pas présent, ces autorités n'étaient pas là-bas, mais en instaurant des autorités intérimaires, c'est-à-dire des représentants du peuple, en attendant l'organisation des élections partielles, l'État a pu au moins se reprendre le contrôle, mais aussi à projeter son autorité dans une certaine mesure, même si par ailleurs la mise en œuvre des accords d'Alger tarde encore à cause de l'insécurité ambiante. Mais l'autre élément, c'est Kidal qui avait été complètement déserté à cause en partie de la... Et aujourd'hui, plus ou moins reprise en main par le gouvernement, d'autant plus qu'un gouverneur fut installé pour la première fois depuis plusieurs années. Donc c'est des avancées significatives, mais ces avancées ne sont pas de nature à occulter le problème de fond qui est la question de la sécurité qui affecte pratiquement tous les pays, y compris à un certain moment même Bamako, notamment avec les attaques de Radisson Blu par les djihadistes. Donc le problème de l'insécurité peut être un problème fatal et je crois qu'aujourd'hui ce que les Maliens demandent, c'est comment restaurer l'autorité de l'État, comment faire en sorte que l'État puisse avoir le monopole de la violence légitime, mais aussi restaurer la confiance des communautés qui aujourd'hui ne savent plus à quel sein se vouer. Et je crois que l'émergence de ces mouvements d'autodéfense n'est rien d'autre que la contrepartie naturelle du retrait de l'État. Donc la question de l'insécurité est devenue un point nodal pour cette campagne-là. Et tous les candidats d'ailleurs sont revenus sur ça. Et d'ailleurs ce qui explique la multiplication des candidatures. Il y a 24 candidats en lice, ce qui rend la compétition plus compliquée. Mais nous avons remarqué qu'il y a au moins un certain nombre de candidats qui s'élèvent au rang de challenger potentiel. Et parmi eux, il y a Soumaïla Cissé qui fut l'ancien ministre des Finances sous Alpha Omar Konaré dans les années 90 jusqu'en 2000, qui est aujourd'hui vu comme quelqu'un qui est potentiellement un successeur à Ibeka. Et sa candidature est d'autant plus sérieuse qu'il a pu rallier autour de sa plateforme presque 200 organisations et aussi 2 soutiens de taille, c'est-à-dire celui de Rasba, qui est aujourd'hui un blogueur, un journaliste très influent, qui a d'ailleurs été un acteur déterminant dans l'épisode qui a conduit à la suspension du référendum constitutionnel que Ibeka a voulu mettre en œuvre. Il y a aussi un autre soutien, celui de Tcheblen Dramé, qui est aussi un leader de parti, mais un gars très fin et très futé, connu aussi pour être, disons, un vétéran de la politique du Mali. Donc, il y a d'autres qui ont rejoint. Et au même moment, dans les rangs du parti au pouvoir, il y a eu des désertions. Il y a eu beaucoup d'hémorragies, notamment l'ancien ministre des Finances qui a quitté, et puis l'ancien maire de Sikasso aussi est parti. Et d'autres qui étaient avec Ibeka, notamment Muntagatal et d'autres, aujourd'hui sont des candidats qui vont naturellement puiser dans l'électorat de Ibeka. Donc cela fragilise le parti au pouvoir. Et il y a d'autres aussi candidats qu'il faut prendre au sérieux, notamment Modibo Diarra qui travaille à la NASA et qui était l'ancien Premier ministre durant la transition et qui s'est présenté en 2013, même si par ailleurs il fut un candidat malheureux. Et lui, avec notamment le soutien de l'ancien Premier ministre de Ibeka, Moussa Mara, je crois que de plus en plus les gens parlent de lui comme une force importante qui peut même aujourd'hui jouer le rôle d'arbitre si jamais on en arrivait à un second tour au Mali. Candidature féminine, Djeneba Ndiaye, qui est une femme d'affaires mais aussi très entreprenante, qui aussi bat campagne sous le sceau justement de la promotion des droits économiques et sociaux des femmes. Alors, je crois que les perspectives pour le Mali, aujourd'hui, si Ibeka est reconduit, je crois que la situation peut être un peu dramatique, d'autant plus que les Maliens veulent le changement. Si vous échangez avec les populations à la base, vous vous rendez compte que les gens veulent changer. Et je crois que tous ces mouvements qui sont nés au cours des dernières années, notamment le mouvement Ante-Abana qui a contesté le référendum constitutionnel, sont en partie le résultat de cette frustration des jeunes et même d'une certaine frange de la population vis-à-vis de la classe politique qui ne se renouvelle pas. Et l'autre élément qui à mon avis est très important aujourd'hui, c'est que quelle que soit l'issue de l'élection,
Les Maliens ont besoin de se réunir et de trouver des consensus forts autour des questions qui ordonnent et engagent la vie de la nation. Donc voilà un peu de manière très ramassée l'enjeu de ces élections qui peuvent aussi avoir une répercussion dans la sous-région. Maintenant, bon, hier les élections se sont déroulées de manière très paisible. Et je crois qu'il y a eu plus de peur que de mal, d'autant plus qu'à l'approche des élections, il y a eu des contestations, notamment du fichier électoral, qui ne serait pas transparent. Et je crois que la critique fut soulevée par le rival, le principal rival de IBK, notamment Soumaïla Cissé, qui avait évoqué le fait que le fichier qui a été mis en ligne au mois d'avril n'était pas conforme à celui qui est disponible présentement et qu'il y aurait des bureaux fictifs. Et je crois que le gouvernement a réagi, notamment le Premier ministre Boubèye Maïga, qui a convoqué tous les acteurs pour discuter et trouver une issue heureuse. Espérons que cette contestation du fichier ne va pas déboucher sur des contestations post-électorales et que, évidemment, tous les regards sont braqués sur le Mali parce que une élection contestée, une période post-électorale houleuse peut avoir des répercussions sur le reste du Sahel. Et je crois que c'est tout l'enjeu de ces élections-là.